nous retrouvons Yves Perrin, président de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes. Pour quelques mots d'introduction, alors pourquoi nous avoir réunis, Yves, ce matin pour parler d'intelligence artificielle ? Merci Loïc, merci cher Loïc pour cette introduction. Bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième table ronde que nous co-organisons avec l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous accueille au nom de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et donc de l'ensemble de ces mutuelles dans leur rôle de complémentaire santé et de services de soins qui protègent plus de 4 millions d'habitants de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. La santé est évidemment au cœur de nos actions et nous avons choisi d'aborder aujourd'hui ce thème à travers le prisme de l'innovation. Comme la plupart des domaines d'activité, la santé n'échappe pas à ce mouvement de fond. Cependant, comme ces effets touchent à l'humain, ce sont bien précisément ces conséquences qui nous interrogent et dont nous allons débattre ce matin. Et vous aurez remarqué là aussi, outre l'OMS, notre sens aigu de la temporalité et du timing, puisque cette semaine, le gouvernement français vient de dévoiler son programme de stratégie d'innovation en santé 2030. Ce sont donc nos échanges qui tombent à pic et à point nommé sur ces sujets. Je voulais qu'on se mette d'accord pour commencer sur la réalité. Il y a la perception, il y a la réalité de cette transformation numérique. Je voulais vous citer cette étude Ipsos pour commencer. Étude Ipsos réalisée en 2019. Nous sommes 8 Français sur 10, d'après cette étude, à penser que les algorithmes intelligents sont déjà opérationnels et performants. 8 Français sur 10. Pourtant, 5% seulement des professionnels déclarent y faire appel. Alors, mettons-nous d'accord sur ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut nous apporter dans le domaine de la santé. Jean-Jacques, je reste avec nous. Quelle serait pour vous la forme d'intelligence artificielle ou d'algorithmes intelligents les plus aboutis dans le domaine de la santé aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne concrètement? Écoutez, je n'ai pas fait un tour complet de la situation, loin s'en faut, puisqu'on ne peut pas vraiment dire que c'est quelque chose qui apparaît. En fait, on ne le voit pas. Ce n'est pas déclaré, normalement ça devrait peut-être l'être, mais j'espère que M. Béranger, Jérôme, nous en reparlera. Pour moi, je pense que ça serait assez important de le savoir. Je dirais qu'en santé, pour le moment, je ne le perçois pas directement, si ce n'est pour récupérer quelques données de ci, là. Maintenant, ça reste à démontrer. De mon côté, en tant qu'utilisateur, un peu comme tout le monde, en santé, je ne peux pas vraiment percevoir qu'il y a beaucoup de choses qui est faites. En tout cas, on en parle beaucoup, je suis bien d'accord avec vous, c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué. Je pense que c'est un petit peu fantasmé pour la plupart des cas. Mais bon, on va le voir. En tout cas, je ne peux pas vous donner une réponse très précise puisque, encore une fois, je n'ai pas encore trouvé de label, mais peut-être que ça viendra. En haut à droite, on dira attention ou IA avec un joli tampon pour dire qu'il y a l'IA derrière. Pour le moment, comme ce n'est pas dit, on ne peut pas vraiment le mesurer. J'en arrive à Jérôme Béranger dans un instant qui nous donnera certainement quelques pistes de développement pour l'IA dans le domaine de la santé. J'aimerais avoir votre vision. Je crois que vous travaillez sur le cerveau profond. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire un simple copier-coller de notre forme d'intelligence vers une machine? Est-ce que ça, c'est envisageable ou est-ce qu'en réalité, ce n'est pas du tout la méthode qu'il faudrait utiliser? Je crois que c'est tout à fait envisageable. C'est ce qu'on fait en fait en pratique. On fait qu'un copier-coller de nos pratiques, puisque c'est les hommes qui fabriquent les ordinateurs et les programmes. On a encore un peu du mal à imaginer différemment de ce qu'on imagine au quotidien. Donc effectivement, c'est que du copier-coller. Alors simplement, il y a des outils qui sont assez puissants aujourd'hui, des outils de calcul qui quand même sont plus efficaces sur certaines tâches que notre cerveau. Il est quand même puissant notre cerveau. Il peut faire beaucoup de choses.
Donc on est peut-être plus multitâche que ces programmes qui sont pour le moment très monotâches, mais bon, personnellement, je pense que c'est effectivement une évolution tout à fait normale. Je ne vois pas très bien comment on pourrait faire autrement. En tout cas, j'espère qu'on ne fera pas encore autrement. Dans la mesure où c'est nous qui le faisons, on a quand même encore un certain contrôle dessus. Après, c'est une autre aventure. Jérôme Béranger, est-ce que vous pourriez justement nous donner des applications concrètes de l'intelligence artificielle, des algorithmes intelligents aujourd'hui dans le domaine de la santé? Oui, bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que l'intelligence artificielle vraiment appliquée à la médecine, on le voit bien, ça va vraiment se développer dans les disciplines qui traitent de l'analyse de données, finalement, de la reconnaissance sémantique ou visuelle et d'images. Donc forcément dans l'imagerie médicale, ça va pouvoir harmoniser des processus de soins ou accompagner le médecin à son application par générer des alertes ou des rappels auprès des professionnels de santé pour le patient. Donc ça va développer de l'interactivité, notamment dans le parcours ville-hôpital ou le parcours de soins finalement. Donc moi je vois plutôt les applications d'intelligence pour l'instant comme des applications déjà de liens ou de gagner du temps dans l'interaction entre les acteurs. C'est plus un aide à la décision. On prend des disciplines comme l'ophtalmologie, la dermatologie, la radiologie, qui vont reconnaître de l'imagerie, de l'image médicale et pouvoir les interpréter avec des temps beaucoup plus rapides et affinés que le médecin peut faire. Hein. Ça, c'est développé de plus en plus. Et surtout d'actualiser les bases de données des différents articles scientifiques quasiment à l'instant T, quoi. Et c'est là la grosse différence aussi avec le radiologue qui peut être le meilleur radiologue du monde. Il ne peut pas être vraiment à la page jour à jour presque des nouvelles activités ou des nouvelles articles scientifiques qui en ressortent. Et donc du coup, il y a vraiment une aide à la prise en charge paramédicale aussi, avec des robots humanoïdes paramédicaux, notamment au Japon, qui sont le leader en robotique au niveau mondial, qui ont développé ça. Il y a des analyses prédictives qui se font avec des assistants diagnostiques qui se développent de plus en plus. Et il y a aussi, comme je le disais en préambule, permettre une interface de communication. Je trouve ça, c'est finalement, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais finalement, par définition, l'intelligence humaine a plusieurs dimensions. Il y a la dimension logique, mémorielle, mathématique, statistique, mais aussi interrelationnelle. Il y a différentes définitions de l'intelligence artificielle. Elle est là pour simuler une faculté cognitive spécifique comme la compréhension du langage naturel, la reconnaissance, la parole, la conduite automobile si c'est pour les véhicules. Et donc du coup, on refait, en fait, on simule ce que l'intelligence humaine fait. Mais ce qui est important de se comprendre, c'est que pour l'instant, on est encore à de l'intelligence artificielle faible où finalement, on lui donne, elle est monotâche. Quelles sont ces avancées qui permettent à l'intelligence artificielle, ou en tout cas aux professionnels de santé, de mieux nous soigner grâce aux solutions d'intelligence artificielle? Eric, qu'est-ce que vous voyez comme avancée aujourd'hui? Aujourd'hui, la production d'informations médicales, scientifiques est telle qu'il n'y a plus aucun cerveau humain qui est en capacité d'agréger, d'appréhender la totalité de cette production. Et donc, sans l'appui technique de l'intelligence artificielle, on passerait à côté d'une capacité de diagnostic. Il y a des pathologies, il y a des choses qui peuvent être extrêmement rares. En termes d'imagerie, par exemple, même si un praticien, un radiologue, un cancérologue n'est pas passé déjà sur une typologie de tumeur, par exemple, le fait que par l'agrégation de l'ensemble des imageries d'autres centres, qu'on puisse lui faire une comparaison automatique qui va lui permettre ensuite de s'emparer de ces éléments-là,
va lui permettre d'accélérer le diagnostic, donc d'améliorer le pronostic. On peut donc évidemment améliorer la prévention, améliorer les traitements notamment. Est-ce que le numérique peut nous aider à améliorer nos organisations, Eric? Moi, j'en suis absolument convaincu. Aujourd'hui, dans les pays développés, ce n'est pas spécifique à la France, on estime que le niveau de soins réitérés, inutiles, etc., représente 25% des dépenses. Alors que dans le même temps, il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins parce qu'il y a des délais d'attente importants, parce qu'il y a des difficultés. Et donc, par une meilleure organisation du parcours, une orientation du patient vers le bon soin au bon moment, on peut éviter de la perte de chance. On peut rendre le système plus efficient et faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont en attente, sont en difficulté, eh bien, puissent avoir accès aux soins plus rapidement et que les soins qui sont redondants, eh bien, soient le plus rare possible, le plus limité possible. Donc là, il y a une possibilité de gain d'efficience, mais aussi de réduction des inégalités, pour autant, bien évidemment, que l'ensemble de la population, l'ensemble des territoires ait accès à ces évolutions-là. Il ne faudrait pas que par le numérique, on renforce des inégalités existantes. Or, on le sait, dans un pays comme le nôtre, il y a une fracture numérique, il y a des zones blanches, il y a des gens qui n'ont pas les moyens économiques de pouvoir avoir des abonnements box. Il y a des zones qui sont moins bien desservies par l'Internet à haut débit, etc. Il y a la problématique de la formation, de l'information, de la compréhension de l'ensemble de ces techniques et de pouvoir y avoir recours. De la même façon, pour les professionnels de santé, les médecins, les paramédicaux, il y a besoin d'accompagner ceux qui ne sont pas encore complètement aguerris à ces techniques, qui sont de moins en moins nombreux, pour leur donner la possibilité de pouvoir pleinement utiliser les ressources de l'ensemble de ces techniques. Le numérique en santé, il ne pourra pas tout faire, en tout cas pas tout de suite. Peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, on pourra faire des choses exceptionnelles qu'on n'aurait même pas imaginées aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est déjà de bien expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas. De bien montrer aussi que cela n'altère en rien, je dirais presque au contraire, la relation entre le soignant et le soigné. Cette garantie humaine, elle est fondamentale. Fondamentale pour l'acceptation de ces évolutions, de ces techniques. C'est quelque chose qui va rassurer le patient, mais je pense aussi rassurer les professionnels de santé quant au sens de leur métier. Et finalement, même s'il y a des évolutions techniques, technologiques extrêmement importantes qui bousculent les pratiques, eh bien, on revient quand même aux fondamentaux de ce qu'est la médecine, c'est-à-dire le lien humain. Et en créant ces conditions-là, on a toutes les chances de pouvoir avoir quelque chose d'un progrès partagé par le plus grand nombre, d'un projet accessible par tout le monde et de quelque chose de compris comme étant réellement un progrès et pas comme une évolution technique subie, ce qui serait absolument dramatique. Quelles sont les principales questions éthiques à soulever dès aujourd'hui pour le développement de l'intelligence artificielle ? Au niveau de la mutualité française, de l'espace éthique, on a posé 6 principes. On a parlé d'un tout à l'heure, la garantie humaine, parce que ça nous semble fondamental de garantir cet accès à un médecin, un praticien, un professionnel de santé pour jouer ce rôle de médiation. Et l'équivalent, c'est faire aussi garantir aux patients que si ce professionnel n'utilisait pas l'intelligence artificielle, les algorithmes, et que le patient estime que pour la qualité du diagnostic, ça peut être pertinent, de pouvoir avoir un deuxième avis utilisant cette technologie. Deuxième principe, c'est le principe de loyauté. C'est le fait qu'on n'utilise pas un algorithme de l'intelligence artificielle sans que le patient soit au courant, à l'insu de son plein gré, je pourrais dire. Troisième principe, un principe de transparence. Alors, pas la transparence des noyaux de l'algorithme, parce que là, ça pourrait entraîner des problématiques
de secrets industriels et donc freiner la capacité et la volonté d'investir en matière de recherche-développement, mais de savoir qui sont les donneurs d'ordre, qui sont les structures, les financeurs des outils utilisés, ça nous semble important. Quatrième principe, un principe de libre consentement, un consentement libre et éclairé, que l'information du patient soit importante, ce qui suppose une éducation populaire citoyenne, des assurés sociaux, des patients, des personnes malades, en situation de handicap ou de dépendance, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, on a beaucoup à faire. Et nous, mutuelles, on peut bien évidemment jouer un rôle de tiers de confiance en la matière. Cinquième principe, un principe d'égalité d'accès. J'en parlais tout à l'heure, la problématique des zones blanches, la problématique de la fracture numérique, de l'illectronisme, et donc comment on amène des solutions en la matière. On l'a vu lors de la crise sanitaire au printemps dernier, certains de nos concitoyens ne pouvaient pas avoir accès à la téléconsultation, même si celle-ci a été largement développée, parce que ils n'avaient pas les moyens techniques de se connecter. On le voit en ce moment sur la vaccination, certains ne parviennent pas à pouvoir prendre des rendez-vous pour la vaccination via Doctolib, etc. Et donc, il faut absolument que dans ces cas-là, il y ait de la médiation humaine pour aider, faire à la place éventuellement, et donc faire évoluer aussi le cadre législatif et réglementaire pour que les tiers de confiance puissent intervenir en lieu et place du patient. Et puis, sixième principe, le dernier, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le fait que l'État doit investir, aider les acteurs pour garantir l'inviolabilité des infrastructures, des systèmes d'information qui sous-tendent tout l'enjeu du numérique en santé. Donc, si on veut que les gens aient confiance dans ces dispositifs, il faut objectivement augmenter le niveau de sécurité. C'est un impératif de confiance dans le dispositif. C'est un impératif aussi de défense des libertés individuelles, des libertés publiques, parce que le rançonnage via les données, c'est un vrai souci aujourd'hui sur le Darknet, mais quand c'est des données de santé, c'est évidemment une atteinte profonde à la vie privée, et donc c'est essentiel de le préserver. Jérôme, vous travaillez justement avec les professionnels de santé dans le développement des solutions d'intelligence artificielle. Quelle est l'utilité de votre label ADEL? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Nous, on a développé, par rapport à mes 10 années de recherche sur le sujet, un label qui s'appuie finalement sur différentes méthodologies, une vision systémique d'un projet digital. Parce que quand on parle de projet numérique, ce n'est pas uniquement de la donnée. C'est un projet numérique, c'est les données, toutes les questions autour des données, savoir comment elles sont intègres. Est-ce que c'est des données qui sont accessibles par qui? Comment elles sont mises en forme, sélectionnées, etc., pertinentes. Mais il y a toutes les questions autour de l'algorithme, sa robustesse, ses finalités, sa qualité, sa performance. Puis il y a les questions autour de la fonctionnalité des projets digitaux, c'est-à-dire l'adaptabilité, son application, sa performance, et puis aussi les pratiques, les pratiques qu'on en fait et les décisions qu'on en ressort. Et on voit bien que c'est tout un écosystème qu'il faut étudier et poser des questions autour de ça. Et le label permet justement d'avoir cette vision systémique d'ensemble. Ce qui est important, c'est qu'un projet digital réponde à la fois aux attentes de la société, des patients, mais également aux exigences des professionnels de santé, parce que c'est lui qui le fait vivre. Et on n'est plus dans une dualité médecin-patient, mais de plus en plus dans une triangulation médecin-patient, système d'information. Quel rôle doivent jouer justement les médecins, les professionnels de santé pour développer des solutions d'intelligence artificielle? Alors c'est un rôle central évidemment, parce que sinon il n'y aura pas de développement particulier si la demande vient quand même au départ, si on parle de soins des médecins.
pas le patient qui réfléchit à une option d'intelligence artificielle, ni quelqu'un qui gère les données. Donc, c'est la partie centrale. Quels sont les biais qui peuvent exister à cause des jeux de données utilisés? Est-ce que les jeux de données sont neutres? Eric? Rien n'est neutre, en fait, que ce soit les algorithmes, les données, tout a du sens, et tout a du sens dans la manière dont on va utiliser les choses. Tout à l'heure, Jérôme disait à juste titre que ce qui fonde réellement aujourd'hui l'évolution, la rapidité des développements, c'est la valeur d'usage, et je le crois profondément. Et sur la question des données, c'est la même chose. On avait fait une étude il y a quelques années sur, heureusement les représentations ont changé en matière de numérique en santé, mais pour voir quel était le niveau de confiance des gens en matière d'utilisation de leurs données en matière de numérique en santé. Et le niveau de défiance était assez élevé, ça a un peu bougé, mais replaçons-nous quelques mois en arrière, au moment du lancement de Stop Covid, la première appli, etc. Énormément de réactions, pas tant sur la technologie qui était proposée, qui était utilisée, mais sur on va nous fliquer, on va nous regarder, on va observer, le gouvernement, les pouvoirs publics vont observer ce qu'on fait, etc. Alors que ce n'était pas du tout ça l'enjeu. Et ce qui était assez étonnant, c'était de voir finalement que les mêmes personnes qui s'inquiétaient d'une possible hypothétique utilisation par les pouvoirs publics de leurs données ne se posent aucune question de toutes les données qu'elles fournissent via leur smartphone, via leurs recherches sur le web en utilisant les moteurs de recherche, etc. C'est-à-dire que, moi je parlais tout à l'heure qu'il y avait un enjeu d'éducation populaire et citoyenne, c'est qu'on pourra avoir toutes les CNIL de la Terre, tous les RGPD, aussi efficaces soient-ils, si individuellement, on n'est pas responsabilisé. La réglementation soit évidemment adaptée, protectrice, mais ne soit pas, trop importante pour ne pas tout bloquer. Je suis plutôt en approche soft law, plutôt de donner des gros principes, faire confiance aux acteurs, aux professionnels de santé, aux universitaires, aux chercheurs, aux industriels, quitte à réguler et à contrôler a posteriori et sanctionner s'il y a des dérives, pour permettre qu'on utilise au maximum les progrès. Mais pour que ça soit possible, il faut que le cadre éthique soit connu et surtout que les citoyens comprennent de quoi il s'agit. Jusqu'ici, je fais confiance à mon médecin, je pense que j'ai bien raison, mais il y a désormais ces algorithmes qui vont s'immiscer dans notre relation, ce développement de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il va transformer la relation entre le médecin et son patient, entre le soignant et le soigné? Alors, c'est pour ça que je disais l'algorithme, c'est un outil au service du praticien pour faciliter le diagnostic, accélérer les rapprochements, etc. La relation soignant-soigné, elle reste dans l'interaction humaine. Le médecin est là pour expliquer, pour être le médiateur. Les médecins sont évidemment des grands techniciens de la santé, de la pathologie, des experts, mais ils sont aussi et avant tout pour être dans l'interaction humaine avec leurs patients. Et donc le numérique n'a pas à remettre ça en cause, au contraire. Ça va permettre aux médecins de se recentrer, de se reconcentrer finalement sur ce qui est l'essence de son métier. Le numérique est là pour l'aider, pour l'accompagner. C'est un outil comme il a des outils techniques, technologiques, en radiologie, en biologie, etc. Il a plein d'outils techniques qui lui ont permis, depuis la création du stéthoscope jusqu'aux dernières inventions. Le numérique, c'est un outil supplémentaire dans sa panoplie. Mais ça ne vient pas remettre en cause les choses. Il faut qu'à un moment donné, on ne mette pas non plus de la technologie, des devices partout. Je veux dire, il y a des sujets qui le nécessitent, qui le méritent, où il y a un vrai intérêt, et il y a des sujets où c'est peut-être pas fondamental. Il faut faire attention à ne pas tomber dans des effets de mode et à mettre de la technologie là où il n'y en a pas besoin.
pour des enjeux, là aussi, de confiance et de compréhension de ces évolutions, pour des enjeux aussi très environnementaux et écologiques. J'aimerais avoir la vision du chirurgien. On a tous entendu parler de ces robots chirurgiens, le fameux Da Vinci qui est utilisé alors pour des opérations peu invasives, comme une sorte de pilote automatique. Mais d'après vous, quelle serait la juste place des robots assistants dans un bloc opératoire notamment ? Alors, ils sont plus que peu invasifs. Hein. Le Da Vinci est complètement invasif parce qu'il porte des appareils qui rentrent dans le corps des gens. Donc, on est vraiment sur la robotique chirurgicale. Elle a à peu près maintenant une bonne 10-15 ans à peu près pour les appareils vraiment opérationnels. Il y en a dans le Da Vinci, on en a en neurochirurgie aussi où il y a des robots porteurs. C'est des porte-instruments en fait qui sont utilisés. Alors, pour le moment, ils n'ont aucune intelligence artificielle embarquée puisque ce sont enfin, si on voulait préciser la réalité, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, on va dire qu'un point de départ, c'est plutôt des machines qui nous permettent de déplacer. Bon, il est certain que ça va exploser, puisque finalement, on est en train d'être de moins en moins invasif. Là, par contre, c'est vrai, d'une part parce que c'est moins nécessaire. Si on fait les diagnostics plus précoces, tout cela va limiter le recours à la chirurgie, mais enfin, il y aura par contre de la traumatologie, par exemple, il faut bien faire les choses. Donc, c'est une évolution constante qui est basée encore, ma foi, aussi sur la rentabilité. Il y a les industriels qui sont derrière. Donc, si on arrive à comprendre la différence qu'il y a entre ce qu'on serait capable théoriquement de faire, qui est probablement extrêmement sophistiqué, mais qui nécessite des investissements majeurs, et c'est là où je reviendrai ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que bon, ça ne se fait pas en discutant avec une enveloppe de 20 €. Hein, des engagements pareils, c'est des sommes assez conséquentes, ce qui fait que les développements ont été un peu freinés, presque autant par les peu d'investissements qui ont été faits, le peu de retour, parce que finalement, c'était les technologies en Da Vinci qui est extrêmement complexe et qui finalement amènent des choses, bien sûr, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu ou qu'on le souhaiterait. Donc on est sur une phase de transition, la machine est lancée, je puis dire, les outils sont là, ils vont se développer, se miniaturiser, et associés à de l'IA, ils vont guider. Nous, c'est ce qu'on développe le plus ici, c'est toutes les techniques d'investigation guidées sur l'image, puisqu'on rentre un peu moins dans le corps humain de manière évasive. Effectivement, on le robotise, on le guide sur l'image, et ça, c'est en train d'augmenter à vitesse importante. L'IA, bien sûr, a sa part pour accompagner le chirurgien, sinon c'est parfois un peu compliqué de gérer toutes ces données en 3 dimensions, surtout quand on fait des gestes directs, techniques. Hein, là, c'est pas une réflexion, hein, c'est une action avec une finalité systématique. Mais en 2021, c'est toujours le chirurgien qui est responsable de ces actes. Que ce soit par l'intermédiaire de robots, par l'intermédiaire d'un tas d'outils, et même en IA, il y a encore la réglementation n'existe pas, hein, je tiens quand même à le dire à chacun, puisque l'IA n'est pas reconnue encore en tant que telle, en tant qu'utilisation directe, en voie de recherche certes, l'objectif étant que l'opérateur, le médecin, quand il diagnostique quelqu'un, ait la pleine connaissance de tout ce qui lui paraît pertinent, qu'il a fait ses propres choix en amont, et donc il peut faire son acte de manière raisonnée et efficiente. Les médecins, on le sait, ont un devoir de moyens, mais aussi d'explication pour leurs patients. Ils ne pourront pas forcément tout expliquer. Alors comment la formation, notamment des médecins, doit évoluer pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle en santé ? La formation initiale et même après continue, c'est un vrai besoin, une vraie attente des professionnels et du monde médical, parce que c'est un peu toujours la course contre la montre, c'est-à-dire que l'évolution des technologies, qu'on l'accepte ou pas, en tout cas, elle évolue, elle avance, plus ou moins avec une valeur d'usage plus ou moins pertinente, ça c'est un fait, mais il faut que l'accompagnement et la formation justement des potentiels utilisateurs soient aussi en parallèle et aillent dans le même sens. Ce qui est important et ce qui revient souvent dans mes interviews avec les professionnels ou dans les recherches, c'est que ces applications numériques, elles doivent reposer sur 4 grands principes de base qui sont simplicité, utilité, hybridation, c'est-à-dire s'incorporer dans une organisation déjà en place pour après peut-être l'influencer, ça c'est une chose, et l'applicabilité. Cette révolution, qu'est-ce qu'elle implique pour les métiers de la santé? Est-ce que certains vont disparaître? Est-ce que de nouveaux métiers vont émerger? Comment vous envisagez les choses pour les années à venir? Aux côtés des professions médicales soignantes, il y aura probablement l'émergence
comment je vais dire, un peu de logisticiens de la donnée, du numérique. Il y aura probablement des ingénieurs de l'ensemble de ces questions pour accompagner les projets médicaux, les projets de soins, la structuration de parcours numériques en santé. Voilà, donc il y aura probablement des évolutions. Il y aura des impacts sur toute la chaîne de prise en charge, de prise en soin du care, du médecin à l'infirmière, en passant par les aides-soignantes et l'ensemble des intervenants à domicile, par exemple. L'enjeu, il ne va pas être uniquement sur la relation médecin-patient. Ça sera évidemment au cœur dans les établissements de santé, mais ça va être aussi un enjeu fondamental pour faire ce que l'on souhaite depuis des années, c'est-à-dire améliorer les relations entre la ville et l'hôpital, améliorer toute la dimension préventive dans les parcours, une meilleure gestion des risques. On sait dans notre pays que par rapport notamment aux pays d'Europe du Nord, on sous-investit la question de la prévention. En utilisant les données, on pourra être davantage sur de la personnalisation de programmes de prévention, sur de la gestion du risque beaucoup plus personnalisée, sans déconstruire, bien évidemment, les protections sociales solidaires, ce qui est, nous, mutualité, où c'est dans notre ADN, l'enjeu de la solidarité, c'est quelque chose de fondamental sur lequel on est très attentif. Là aussi, il y aura probablement des développements, alors je ne sais pas si c'est de nouveaux métiers, mais en tout cas de renforcement d'un certain nombre de métiers dans le champ de la prévention, dans le champ de la capacité à donner la possibilité à chacun de gérer son capital santé. Là-dessus, il y a des possibilités extrêmement importantes d'évolution, d'amélioration. De la même façon, sur le maintien à domicile des personnes âgées vieillissantes, soit dans du maintien on va dire habituel, soit dans des articulations avec des EHPAD, il y a probablement dans des stratégies d'EHPAD hors les murs, de coordination de praticiens, des possibilités importantes d'amélioration. Mais on voit une évolution extrêmement importante de tous les métiers de la chaîne de soins, de la prise en soin, du care d'une certaine façon. Comment faire concrètement pour que le progrès à venir soit partagé partout, Eric? Justement, c'est-à-dire que c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le numérique, c'est un outil et tout dépend de l'intention qu'on y met. Évidemment, il y a les risques de fracture numérique dont on a déjà parlé, mais le numérique peut aussi permettre d'amener l'expertise au plus proche, de ne pas avoir besoin d'être dans des grands centres urbains avec des centres hospitaliers d'excellence, etc., et de permettre à une maison médicale, à un cabinet de praticiens libéral, dans une petite ville, voire dans des interventions en monde rural, de pouvoir accéder au diagnostic de son collègue, etc., de pouvoir être en interaction. Et donc, ce numérique au service de l'humain, nous, c'est ça qu'on vise, peut permettre de réduire les fractures et finalement de rajouter une proximité supplémentaire à la proximité territoriale, de rajouter cette proximité numérique peut être facteur de plus d'égalité. Et donc là, tout va dépendre la manière dont on intègre ça dans les politiques publiques de santé, dans les stratégies territoriales de santé, et ça peut être de formidables leviers de cohésion des territoires, de pouvoir agir sur un certain nombre de déterminants de santé en rapprochant le soin, l'expertise au plus proche. Quels sont les atouts de la recherche française aujourd'hui pour développer des solutions en intelligence artificielle? Donc, je pense qu'on a un gros vivier en France et par contre une certaine proximité qui permet d'aller probablement plus vite que dans certains pays. Le seul frein, c'est d'arriver à faire le lien entre le système de soins avec son système de remboursement
pour le mettre en adéquation avec les capacités technologiques qui sont là, qui peuvent être développées, et la réalité des pratiques pour qu'on ne détruise pas l'un en mettant trop de poids sur l'autre. Mais si on veut vraiment donner les moyens d'avoir une santé qui soit à la hauteur en utilisant ces outils, il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire à la fois du côté médical, des chaînes de soins, des chaînes d'organisation et de la recherche, avec des aspects privés, publics pour moi maintenant qui sont complètement dépassés. Je suis absolument ravi de voir qu'il puisse y avoir ces mélanges. Mais bon, il faut dépoussiérer parce que là, ça va être probablement un des éléments freinateurs au développement, s'il n'y a pas d'attention qui est portée là-dessus. En termes de recherche, je trouve qu'il va falloir encore plus, même si ça commence à se développer, associer des projets avec des acteurs publics et privés et universitaires. Et je pense qu'il faut trouver une harmonisation, avoir une vision beaucoup plus transversale et systémique qu'en silo. Ça, c'est peut-être un vieil héritage qu'on a depuis le siècle des Lumières, où on spécialisait les disciplines, mais on mettait des murs là où on devrait mettre des ponts. Le numérique peut être un facteur d'amélioration de la démocratie en santé. Et donc, c'est aussi en donnant des possibilités finalement d'innovation sociale au sens littéral du terme, c'est-à-dire par des projets où les différents acteurs, les différentes parties prenantes du système peuvent interagir, que des petites innovations du quotidien se feront. Il y a les grands sujets très techniques, technologiques, qui doivent requérir l'expertise de sachants, de praticiens, etc. Mais il y a aussi des innovations toutes simples que le numérique permet, là aussi en praticité d'usage, en simplicité, ou l'apport d'associations d'usagers, d'associations de patients, peut aider un médecin à se dire tiens, on va pouvoir développer, travailler sur tel sujet parce que ça va simplifier mon suivi des patients et ça va simplifier la vie des patients porteurs de pathologies chroniques. Il faut qu'on ose aussi donner des espaces de coopération, d'action pour l'ensemble des acteurs. Il faut qu'on leur fasse confiance. Et c'est pour ça qu'un cadre réglementaire qui pose les grands principes éthiques, c'est nécessaire, mais il ne faut pas des cadres réglementaires trop contraignants si on veut avoir ces espaces d'innovation. Et ça sera facteur de progrès sanitaire, mais surtout facteur de progrès humain et facteur de cohésion sociale. On voit que l'intelligence artificielle émerge, qu'il y en a plusieurs définitions, mais que globalement, ça participe à nous faire réfléchir de nouveau à ce qu'est le soin, à ce qu'est la médecine, à ce qu'est la relation de soins. Effectivement, ce n'est plus qu'un médecin et un patient, c'est aussi un système d'information qui est présent. Et cela, ça pose la question toujours et encore de l'humanité dans un monde innovant et technologique. Et donc finalement, je pense que c'est bien l'essence même de ces webconférences de pouvoir échanger autour de ça. Et voilà, je vous remercie pour vos interventions et on vous donne donc rendez-vous pour la prochaine sur la santé mentale.